Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence sur les émotions. Ce soir, nous sommes avec Sophie Aiello. Bonjour Sophie. Bonjour Hermine. Donc Sophie, vous êtes l'autrice du livre ado Je fais de mes émotions une force, que nous avons publié chez Magenta Éditions. Et je suis aussi avec Sophie, donc on est avec deux Sophie ce soir. Sophie Couraud, vous êtes directrice des éditions Magenta. Bonjour Sophie. Et vous allez donc pour commencer nous présenter en introduction un petit peu la collection. Pour rappel, donc la rencontre va durer 1 heure. On est ensemble jusqu'à 19h30. Donc comme je le disais, Sophie Couraud va nous présenter la maison d'édition et la collection Sans Tabou. Puis nous échangerons avec Sophie Aiello sur ce vaste sujet que sont les émotions. Donc pour rappel, n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans la conversation, le chat. On tâchera d'y répondre, voilà, de prendre le temps pour chacun afin voilà, de vous renseigner au maximum. Donc Sophie, je vais te laisser la parole pour commencer. À toi. Bonsoir à toutes et à tous. Juste avant Herminie, je crois qu'il y en a d'autres qui patientent dans la salle d'attente. Ah, alors. Bonsoir à toutes et à tous, mais je suis ravie que Sophie Aiello nous fasse le plaisir d'échanger ensemble pendant 1 heure autour des émotions. Donc, effectivement, donc, je vais vous présenter tout d'abord la collection Sans Tabou. C'est une collection que nous avons lancée il y a un peu plus d'1 an et 7 livres sont déjà parus. Cette collection s'adresse aux ados de 10 à 15 ans et chaque ouvrage traite des questions que les ados se posent sur des sujets du quotidien comme le stress, la confiance en soi, l'amitié, l'amour et la sexualité, les écrans et donc bien sûr les émotions. Dans chaque livre, le lecteur peut y trouver des jeux, des tests pour apprendre à se connaître. Et nous allons maintenant l'intérêt, pardon, j'en bafouille, l'intérêt du contenu de ces livres et des illustrations par Clémentine Latron. C'est à la fois pour le lecteur d'être acteur et de bien comprendre avec une interactivité forte ce qu'il est en train de lire, et puis sur un mode un peu décalé, de pouvoir s'amuser, rire sur des situations qu'il vit au quotidien. Le livre de Sophie Aiello, qui est psychologue clinicienne, vous aurez l'occasion, Sophie, tout à l'heure, bien sûr, de plus vous présenter, et donc qui intervient depuis maintenant 15 ans auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes, sur notamment la question des émotions. Et bien, ce livre, vous allez le découvrir dans l'échange que nous allons avoir avec Sophie, et de comprendre tout d'abord qu'est-ce que c'est une émotion, pourquoi on ressent des émotions, pourquoi on ressent des émotions positives ou négatives, comment on les gère, comment on gère ses propres émotions, comment aussi on gère ses émotions avec les autres, comment on gère les émotions des autres, et puis comment on en parle. Ça nous paraît particulièrement important, évidemment, de faire ce webinaire, et en particulier aujourd'hui, le mois de janvier est réputé, à tort ou à raison, pour être un mois où on a des émotions qui sont plutôt négatives. La température, la météo et ces derniers temps particulièrement chaotiques. Et puis pour ceux qui sont les plus âgés des ados et pour leurs familles, demain, c'est le grand démarrage de Parcoursup, et donc en termes d'émotion, c'est aussi un moment important pour chacun. Donc merci encore, Sophie, d'être là ce soir avec nous. Donc, comme je vous le disais, le contenu du livre Je fais de mes émotions une force est très interactif, très illustré pour bien comprendre et bien essayer d'appréhender pour chacun des adolescents qu'est-ce que c'est une émotion. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des tests ou des jeux, et donc là, vous avez un exemple de s'entraîner et donc de
savoir identifier et bien reconnaître ses émotions. Et puis, on a des petits schémas, des petits tips qui permettent de bien résumer ce que l'on vient de lire. Sophie aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais là encore, comme vous le voyez, les illustrations montrent bien de manière extrêmement visuelle ce que l'on veut dire dans une notion. Et donc là, par exemple, une notion particulièrement importante, c'est le seuil d'adaptation. Et donc, on aura l'occasion d'en parler, la brique de trop. On encaisse, et puis tout d'un coup, on explose, on pète un câble, comme on dit, et en fait, on dit, il a pété un câble, mais en fait, pas du tout. C'était juste un trop-plein, et il faut que ça déborde. Et puis donc, un petit test pour savoir où on en est soi-même. Là, c'est un autre exemple ben voilà, on nous dit des choses, on les ressent, on ne dit rien, et puis tout d'un coup, eh ben, il y a la remarque de trop, voilà, la réaction qui fait que ce que l'on avait pu, c'est valable pour les adolescents, c'est valable pour nous tous, ce que l'on avait pu accepter, eh ben, tout d'un coup, on ne l'accepte plus. Donc, merci encore 1000 fois, Sophie, de passer ce temps avec nous. Je vous laisse la parole à Herminie et vous pour ce webinaire et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci Sophie. Donc pour rappel, voici donc le livre de Sophie Aiello, illustré par Clémentine Latron, qui s'appelle donc Je fais de mes émotions une force. Je rappelle les références, donc il est disponible dans toutes les librairies, chez votre libraire et sur les librairies en ligne, Fnac, etc. Donc voilà, c'est un livre illustré et qui s'adresse aux ados, pour rappel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Sophie Aiello, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous, merci à tous d'être là, et puis bonjour à tous ceux qui regarderont ensuite en replay. Qui je suis? C'est pas compliqué à résumer en quelques mots, mais en gros, je suis psychologue clinicienne depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Je reçois à mon cabinet, comme l'a dit tout à l'heure Sophie Courreau, des adultes, des enfants et des adolescents, et aussi de nombreux parents. J'ai créé il y a 2 ans maintenant un atelier des émotions à mon cabinet, donc aussi bien pour les petits que pour les ados. Parce que je pense vraiment que c'est pas simple de se connecter à ses émotions. Moi-même, j'ai mis du temps avant de le faire. Ça n'a pas été. Voilà. Je l'ai appris en cours de route, on va dire. Donc, je sais ce que c'est de ne pas être connecté à ses émotions et je sais ce que c'est que d'apprendre à se connecter à ses émotions. Et je sais aussi à quel point, une fois qu'on s'y connecte, une fois qu'on a ça, ça simplifie tellement les choses, en fait. Et donc, vraiment, moi, ça me tenait à cœur vraiment de pouvoir transmettre autour de ce thème, que ce soit à travers des livres, des ateliers des émotions, à travers mes consultations évidemment, et puis également sur Instagram en ce moment où je fais des lives hebdomadaires sur les émotions, voilà, pour transmettre au maximum. Merci Sophie. Pour rappel, donc moi je vais avoir plein de questions à vous poser, mais donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue et n'hésitez pas surtout à poser vos questions tout du long. On essaiera d'y répondre, on essaiera d'y répondre au maximum. Je me demandais déjà peut-être pour voilà, commencer et vraiment définir, parce qu'on peut confondre parfois, qu'est-ce que c'est pour vous, donc qu'est-ce que c'est une émotion? Oui. Alors une émotion, c'est une réaction qu'on va avoir en fonction soit d'un événement extérieur, quelque chose qui est en train de se passer, mais ce que je trouve intéressant aussi de préciser, c'est que c'est aussi en fonction de nos pensées. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on pense à quelque chose de joyeux, par exemple, enfin, en tout cas quelque chose d'agréable pour nous, pour que ça nous procure de la joie. Donc il n'y a même pas besoin que quelque chose se passe finalement, il y a juste besoin d'y penser. Et ça, c'est un sacré pouvoir en soi hein, pour créer de la joie ou de la colère, du stress, etc. Donc c'est tout. Souvent, on pense que c'est dans la tête, mais c'est évidemment dans la tête, mais aussi dans le corps. C'est toute une cascade hormonale hein, qui se crée. Je fais souvent le parallèle avec la soif,
ou la faim pour moi, une émotion, c'est vrai, ça vient vraiment indiquer voilà, un message. C'est là pour nous dire, oh, oh, il y a quelque chose là qui se passe, de positif ou de négatif. Tout comme la soif va venir nous indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe et oh, oh, il y a besoin de boire. Et donc nos émotions, c'est la même chose, c'est physiologique, c'est là pour nous indiquer un message. Donc c'est pour ça que c'est si précieux en fait. Si on éteint ça, si on essaye d'étouffer ça, alors on se prive de plein de messages. Et voilà, pour déjà donner un petit éventail pour les émotions, on décrit 6 émotions de base qui sont la joie, la peur, la tristesse, la surprise, le dégoût et j'en ai oublié un, ça doit être la colère que je n'ai pas dit. Voilà, donc ça c'est les 6 émotions de base qu'on retrouve chez tout le monde. Donc tout le monde ressent des émotions, ça aussi ça me semble intéressant de le préciser, tout le monde, les enfants, les adultes, les ados évidemment, les garçons, les filles là aussi. On en parlera peut-être plus tout à l'heure. Oui, et justement, on parle souvent de gérer ses émotions. Avec le livre, vous parlez d'accueillir ses émotions. Cette expression peut paraître parfois un peu floue. Qu'est-ce que ça signifie, accueillir ses émotions? Ouais, c'est vrai que c'est un peu flou, hein. Souvent, quand je dis ça à mes patients au début, ils me disent: «Mais qu'est-ce que c'est OK, oui, mais comment? Comment on s'y prend et qu'est-ce que ça veut dire?» Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la soif. On a soif, si on écoute notre soif, on va boire un verre d'eau et on n'a plus soif. Pour moi, accueillir l'émotion, c'est ça. C'est OK, comme on va accueillir notre soif, on va dire: «OK, qu'est-ce qui se passe tout de suite? J'ai soif, d'accord. Quel besoin il y a derrière? Ah bah, il y a besoin de boire, je vais boire». Accueillir notre émotion, c'est pareil. Si on se dit non, j'ai pas soif, j'écouterai ma soif plus tard, qu'est-ce que va faire la soif? Elle va être de plus en plus grande pour se faire entendre parce que notre corps, il a vraiment besoin d'eau. Et nos émotions, c'est pareil. Si on les écoute pas, elles font plus de bruit pour se faire entendre. Donc, accueillir nos émotions, plus on va les écouter finalement dès le début, même si elles chuchotent, plus on les écoute dès le début, comme dès qu'on commence à avoir un petit peu soif, dès qu'on boit tout de suite, alors on n'aura plus soif. Dès qu'on écoute notre colère, si on essaye de comprendre le besoin qu'il y a derrière, alors notre colère va partir tout simplement. Donc accueillir, ça va être de se dire, bon, bah ok, je ressens de la colère, plutôt que de se bagarrer contre en se disant, ah c'est bon, il faut que j'arrête d'être en colère, ça suffit. De se dire, bah ok, je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère. Euh, et quel besoin il y a derrière en fait. Et c'est intéressant aussi d'avoir en tête que pour toutes les émotions dites négatives, en tout cas toutes celles qui sont inconfortables, désagréables, il y a un besoin qui est non rempli derrière, alors que toutes les émotions qui sont plutôt agréables, comme la joie, par exemple, généralement c'est agréable, c'est un besoin qui est rempli derrière. Donc un besoin de reconnaissance, par exemple, un besoin de rapports sociaux, peu importe. Voilà. Donc voilà, pour moi, l'accueil des émotions, c'est vraiment pouvoir se dire, ah bah j'ai le droit de légitimer aussi notre émotion, j'ai le droit de ressentir ça et d'écouter le message qu'il y a derrière. Ouais, et souvent, en fait, il y a aussi d'autres termes qui se rapprochent. Parfois, on les confond. On parle donc d'émotions, mais on parle aussi d'humeur, de sentiments, le caractère. Oui. Comment distinguer, est-ce que tout ça, c'est des émotions ou pas? La distinction, moi, ça m'intéresse de savoir. Ouais, c'est pas simple parce qu'on peut dire des fois de quelqu'un qu'il est colérique, mais là on parle du caractère plus qu'autre Ouais. chose. Et je trouve ça intéressant pour pouvoir le définir. On va dire que, pour simplifier, l'humeur, pardon, l'émotion, c'est éphémère. Encore une fois, je reviens sur la soif, hein, je radote un peu, mais si on a soif, qu'on remplit notre soif, alors on n'a plus soif. Notre émotion, c'est la même chose. Elle est là quelques secondes, quelques minutes, quelques heures tout au plus, jusqu'à qu'on arrive à résoudre finalement le problème éventuel qu'il y a derrière. Donc l'émotion, ça dure vraiment pas très longtemps au final. L'humeur, c'est quand ça dure un peu plus longtemps, soit parce qu'on n'écoute pas notre émotion, qu'on ne l'accueille pas, soit parce qu'on n'a pas encore trouvé de solution adaptée aux besoins qu'il y a derrière. Et donc là, on va être d'humeur un peu triste, on va pas être bien, voilà. Et ça peut durer ça plus une demi-journée ou une journée. On va avoir une humeur. C'est comme si ça venait colorer un peu notre quotidien. Mmh. C'est pas forcément sur le devant de la scène, mais quand même, c'est un peu là. Voilà, le sentiment, alors là, c'est quelque chose de c'est déjà, ça devient presque une habitude ça va durer plusieurs jours, c'est plus fort.
Je repense là une citation que j'ai mise dans mon livre de personnes qui sont sur YouTube, plusieurs personnes je ne me souviens plus de leur chaîne YouTube, je crois, et tout le monde s'en fout, je crois que c'est ça, qui dit, donc il vulgarise sur beaucoup de thèmes, c'est très intéressant, et notamment sur les émotions. Et ils disent le bonheur, c'est le temps qu'on accorde à la joie. Et j'ai trouvé cette façon de dire ça vraiment parlante. Et finalement, le sentiment, c'est ça, c'est le temps qu'on va accorder à une émotion. Si on passe notre temps à être en colère, alors on va avoir ce sentiment-là d'une façon très forte pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà. Et alors, pour moi, le caractère, c'est le stade encore au-dessus. C'est comme si on avait pris l'habitude d'être en colère, pris l'habitude d'être triste. Donc ça, c'est quand souvent ça parle d'une émotion qu'on n'a pas accueillie à un moment donné de notre vie. Et c'est comme si on avait pris l'habitude d'être comme ça. Et des fois, on se met soit soi-même une étiquette, soit les autres nous mettent une étiquette dessus. Je pense à quelqu'un qui va être en colère parce qu'il s'est passé quelque chose, et un enfant, un ado par exemple, qui ne sera pas entendu dans sa colère, qui ne sera pas compris par les autres. Et ben, si l'événement se répète, il va continuer d'être en colère, et il va avoir tendance à être colérique, et ça va se transformer en trait de caractère, mais à la base, c'est souvent une émotion qui n'a pas été accueillie, entendue et résolue. On peut prendre l'exemple aussi, je trouve ça aussi assez parlant, les personnes timides sont souvent des enfants qui n'ont pas été accueillis dans leur peur. On leur a souvent dit ah ben c'est bon, on n'est pas peur, c'est rien. Alors oui, c'est peut-être rien pour l'adulte, mais ça a pu être important pour l'enfant ou l'ado. Et souvent, du coup, c'est paradoxal, mais c'est vraiment ce truc-là d'accueil des émotions, c'est-à-dire que plus on va rejeter l'émotion en disant mais non, t'inquiète, c'est rien, plus ça va la majorer. Et du coup, plus on va dire à un enfant ah mais n'aie pas peur, finalement plus ça va lui renforcer sa peur, et plus, ça je trouve c'est important de le savoir parce que c'est pas intuitif, hein. Et plus il y a des chances que ça fasse un enfant timide qui deviendra ensuite un adulte qui aura tendance à être timide et qui se dira timide, au niveau de son identité finalement. Et alors, tout peut se modifier à n'importe quel âge, hein, à partir du moment où on travaille sur les émotions qui sont à l'origine de ce trait de caractère-là. Mais c'est intéressant, ça, même pour soi, hein, de réfléchir effectivement aux étiquettes qu'on a pu nous mettre, ou se mettre des fois tout seul, hein, dessus, Ouais. qui font qui on est finalement. Et souvent justement, l'adolescence, c'est, le moment où les adolescents, ils changent de comportement. Justement, il y a beaucoup d'émotions. Parfois, ils peuvent changer de caractère, ou on a l'impression, soit ils sont trop grognons, soit justement, ils sont un peu amorphes, voilà. Et on a tendance à dire, on en souvent entendre, et même peut-être des souvenirs d'adolescence de chacun: «Ah ça y est, c'est l'adolescence, c'est l'âge bête». Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est normal? Et puis surtout, en fait, pourquoi est-ce que les ados on a l'impression qu'ils ressentent beaucoup plus des émotions beaucoup plus fortes à la puberté? Ouais. Alors, pour plusieurs raisons, il y a plein de changements à l'adolescence, et je trouve ça intéressant des fois que nous, en tant qu'adultes, on se remette un peu dans leurs chaussures et qu'on se rappelle aussi comment c'était. Et on voit bien comme nous, des fois, en tant qu'adultes, il nous arrive un changement, et de suite, ça va nous mettre ça va nous générer des émotions. Euh, Eux, c'est une période où il y a des tonnes de changements. Alors, il y a le collège, il y a l'arrivée au collège qui est quand même importante, ou le lycée également. Il y a le fait d'avoir plein de professeurs différents. Il y a des changements Donc, évidemment, ils sont en train de devenir des futurs adultes. Donc, ils sont en train au niveau identitaire aussi, il se passe des choses. Mais alors, qui je vais devenir en tant qu'adulte? Donc, il y a tous ces changements-là. Les changements hormonaux, où il y a tout un tas de nouvelles sensations à découvrir et à gérer, et aussi des changements de corps qui sont quand même pas rien. Et ça aussi, c'est des choses auxquelles s'adapter, des changements en soi. Donc, ne serait-ce que ça, ça vient déjà générer tout un tas d'émotions, en fait, et qu'on néglige, je trouve, souvent, nous, en tant qu'adultes, parce que nous, c'est bon, on a passé le cap, c'est bon. Il y a cette tendance à se dire, ils exagèrent, mais quand on imagine le nombre de changements auxquels ils doivent faire face en si peu de temps, c'est quand même considérable. Donc déjà, d'avoir ça en tête, je trouve ça intéressant. Et j'aime bien aussi parler du cerveau, des différences entre le cerveau, j'en parle dans le livre aussi, je trouve ça intéressant qu'il soit au courant de ça, la différence entre le cerveau de l'adulte et le cerveau de l'adolescent.
en fait, le cerveau est complètement adulte, on va dire autour de 25 ans. Donc 25 ans, quand on voit un ado de 15 ans, on en est loin. On a encore 10 ans voilà, de changement encore au niveau du cerveau. Et en fait, pour schématiser, ils ont toute la partie émotionnelle qui est à peu près terminée, alors que toute la partie, celle qui est derrière le front, le cortex préfrontal, est encore complètement en chantier. Et pas de bol, c'est celle qui s'occupe de la gestion des émotions, mais aussi de l'anticipation des risques. Je pense que ça parlera aussi à certains, par exemple, de la gestion et de l'anticipation des risques et des choses en général d'ailleurs. Donc du coup, ils ont leur cerveau émotionnel qui est là, bien en place, donc avec leurs émotions quand même assez fortes, mais ils n'ont pas cette possibilité, comme nous on a en tant qu'adultes, de les gérer. Et on voit bien comme nous, en tant qu'adultes, des fois quand même, disons-le, c'est pas toujours simple, même pour nous, alors qu'on on est équipé cérébralement pour de gérer nos émotions. Eux, ils ne sont même pas équipés en fait encore. Donc évidemment, c'est progressif. Plus on se rapproche de 25 ans, plus c'est le cas. Mais quand même, un ado de 15 ans, il est, voilà, on en est encore loin, quoi. Et souvent, ils ont cette sensation-là, justement, avec le truc, ouais, mais c'est l'adolescence, ouais, mais c'est bon, il est grognon, ah ben ça y est, il fait son ado là. Moi, je le vois au cabinet, souvent, ils me disent, mais en fait, je suis pas compris. Ils ont souvent un fort sentiment d'incompréhension, et ils se disent, mais c'est. Ils parlent souvent d'un espèce de double besoin, le besoin d'autonomie, parce qu'effectivement, ils sont de plus en plus autonomes, mais aussi le besoin d'avoir d'être rassurés, d'être accompagnés par les adultes. Et souvent, ils ont l'impression qu'on leur demande d'être grands, alors qu'ils ont encore besoin d'être adultes. Et ça, enfin, quand on voit les images du cerveau à cet âge-là, on le comprend complètement. Donc, ça, je trouve ça important de le transmettre, parce que je trouve que ça change notre vision des ados. Et ben, en fait, ils ont encore besoin de nous, quoi, largement. Donc, quand on leur rajoute une couche de plus en leur disant ah c'est bon, c'est l'adolescence, c'est loin de les aider, hein, au contraire. Et au contraire, c'est bah, comment je peux t'aider, quoi. Et ouais, c'est l'adolescence, donc ils ont encore plus besoin, en fait. C'est vraiment ce truc-là, avec tous les changements auxquels ils doivent faire face. C'est vraiment de se dire bah, en fait, ils ont encore plus besoin. C'est pas juste ah, bah, c'est l'adolescence, ça passera. C'est vraiment et puis encore une fois, j'invite tout le monde à se remettre dans les chaussures de l'ado qu'on a été. C'était pas si simple, quoi. Ouais, Et ça peut aider à remettre en perspective. oui, et je trouve qu'on l'oublie vite, en fait. Mm. Et on avait aussi bien envie que les adultes nous fichent un peu la paix, mais on avait quand même envie que les adultes soient là, quoi, en filet, en renfort et en soutien. Ouais. Et eux, c'est pareil. Et justement, on a des premières questions dans le chat et voilà, qui font une bonne transition. C'est justement bah, comment aider les ados. Comment faire quand un ado s'énerve tout de suite de manière excessive, quand il Mm. estime qu'on lui a fait ou dit quelque chose qui n'était pas acceptable, alors que l'événement n'est pas grave. C'est ça souvent, c'est qu'il s'énerve pour, on a l'impression, des petites choses. Quelle est la Ouais, meilleure réaction? Qu'est-ce qu'on doit faire? ouais, c'est intéressant cette question, et merci pour la personne qui l'a posée. C'est pas simple, hein, c'est sûr, c'est excessif quand même les réactions. Et alors, il y a quelque chose que j'ai pas dit aussi sur le cerveau, c'est qu'ils ont c'est une période où il y a plein de connexions qui se font, qui se défont, ce qui fait qu'ils ont plein de réactions très intenses et très changeantes du jour au lendemain. Après, ils sont les premiers à être décontenancés de ça, mais ça décontenance aussi à l'extérieur. Euh, donc, peut-être qu'on peut montrer le schéma des briques. J'aime bien, si vous l'avez sous la main, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien cette métaphore des briques. Euh, on va dire que, je ne sais pas si tout le monde la voit, en tout cas, elle se charge. On Ça a, arrive. je la vois, je ne sais pas si tout le Pardon, monde la hein, vous aurez tous compris que je manipule. Ça arrive. Mais ça arrive, ça arrive. Non, Bon, en tout cas, je vais commencer à expliquer, comme ça Voilà, on aura le visuel juste après. Donc on voilà, a un seuil, c'est bon? c'est bon. Donc on a un seuil d'adaptation. C'est-à-dire que jusqu'au seuil d'adaptation, on peut encaisser pas mal de choses. Euh, et alors, dans les choses à encaisser, c'est soit les choses auxquelles le corps doit s'adapter, je sais pas, le chaud, le froid, le sommeil, des choses comme ça, mais c'est aussi toutes les émotions. Donc,
Par exemple, on peut prendre, je ne sais pas, l'exemple de j'ai passé une mauvaise nuit, hop, ça me fait une brique. J'ai loupé mon bus, hop, ça me fait une brique de plus. Mais jusque-là, tout va bien, et ça m'agace, mais ça passe. J'arrive, mon prof me fait une remarque, hop, une brique de plus. Mais ça m'agace, mais ça passe. Et un autre petit truc, et ma copine qui me dit pas bonjour, ou je sais pas. Et hop, à un moment donné, on arrive à la brique de trop, celle qui est en rouge là sur le schéma. Et c'est le petit truc. Alors, justement, c'est là, et je trouve la question du coup hyper intéressante en ce sens-là. C'est souvent le petit truc de trop qui fait que là, hop, on explose. Et alors, ça, c'est valable pour les ados, évidemment, mais pour tous, les petits et les adultes aussi. Vous savez, c'est ces moments où quelqu'un va s'énerver pour un tout petit truc, mais on se dit, mais pourquoi il ou elle s'énerve pour ça? Mais quand même, c'est rien. Sauf que c'est pas juste le petit truc, c'est tout un tas d'accumulations d'autres choses. Et nous-mêmes, hein, enfin moi personnellement, j'imagine que c'est pareil pour les autres, mais moi ça m'arrive de me mettre à crier d'un coup par exemple, alors que franchement, dans les faits, il s'est rien passé de grave, mais voilà, j'ai une journée où j'ai eu ça, puis hop, c'était le truc de trop. Donc ça, c'est hyper intéressant de l'avoir en tête. Pour nous, déjà, pour arriver à mieux se comprendre, mais aussi, et peut-être surtout pour les ados, quand ils sont comme ça dans un comportement excessif d'un coup, si on prend un ado comme ça qui va se mettre en colère d'un coup, c'est de s'interroger, de se dire, tiens, il y a ça, mais est-ce que ça, c'est pas juste la brique de trop? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses en dessous? Comment était sa journée finalement? Et c'est intéressant parce que quand on voit les choses comme ça peut nous amener à plus d'empathie plutôt de se dire oh il m'agace là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se met en colère comme ça pour ça, c'est quand même c'est rien. Plus on va lui dire c'est rien en plus, plus ça va le mettre en colère, ça sera une brique encore en plus. Mais de lui dire waouh, t'as dû avoir une mauvaise journée toi, comment tu vas en fait? Des fois juste ça permet, là on est dans l'accueil des émotions du coup, hein, ça permet de faire redescendre d'un cran. Et on peut leur expliquer ce schéma généralement, donc il est dans le livre, hein, mais c'est souvent très parlant pour eux. Ils m'en parlent souvent au cabinet, ils me disent ah ben là j'avais vraiment c'était la brique de trop. Et ce que je conseille souvent aussi aux parents c'est de ne pas attendre justement que l'ado s'énerve très fort. Vous savez tous ces moments où on sent qu'il y a un peu d'agacement, plutôt que de se dire bon bah, ça a l'air de passer, c'est pas grave. Oui c'est pas grave. Mais c'est pas parce que ça génère pas une émotion très forte, qu'il n'y a pas de porte qui claque ou de cri, que ça génère pas d'émotion en fait. Et plus on va s'intéresser aux briques qui sont là en violet, celles qui sont avant le seuil d'adaptation, plus on va les enlever finalement au fur et à mesure. C'est ah t'as l'air agacé par ça, ah ben j'ai dit quelque chose qui t'a blessé, ou ah bah je sais pas moi j'imagine un ado là qui rentre du collège, il dit on peut déjà parler de la journée par exemple, ça peut enlever des briques. Enfin c'est des petites choses comme ça qui vont faire qu'on va éviter de se retrouver à dépasser le seuil d'adaptation. Et je trouve ça intéressant aussi en tant que parent de faire attention quand on revient chez soi le soir, par exemple, de voir où on en est, nous, dans nos briques. Parce que si nous-mêmes, on est déjà juste en dessous le seuil d'adaptation, et que notre ado, il arrive et qu'il est juste en dessous du seuil d'adaptation aussi, il suffit qu'il y ait un tout petit truc, alors là, les deux vont exploser, quoi. Et nous, on n'aura pas de marge. Donc, c'est aussi, je trouve, en tant qu'adulte, plus à nous peut-être de faire ce travail-là pour leur montrer le chemin, de prendre soin de nos briques aussi un petit peu avant et de se dire, bon, est-ce que je peux pas m'écouter une musique qui me fait du bien, ou aller respirer un peu, ou écouter une méditation, ou faire du sport, ou j'en sais rien. Il ne s'agit pas de passer une demi-heure ou une heure avant, mais ne serait-ce que 10 minutes parfois avant, ça permet de souffler, d'aller faire le tour du quartier, je ne sais pas, en marchant, plutôt que... moi, je vois tout un tas de parents comme ça qui sont... voilà, ils bouclent leur truc, ils courent chercher leur enfant et puis ils sont à bloc déjà. Enfin, juste d'avoir un petit peu de marge, déjà, ça permet d'accueillir les éventuels trop-pleins des autres membres du foyer, quoi. Donc, autant que possible dans la vraie vie, évidemment. C'est pas possible tous les jours, mais quand on peut, ça peut être intéressant aussi de faire ça. On a beaucoup de questions sur le seuil d'adaptation. Ouais. Une, vous avez déjà un peu répondu, qui est comment est-ce qu'on peut évacuer les briques du dessous pour essayer de ne pas atteindre justement ce fameux seuil. Donc, vous avez un peu répondu, mais peut-être si vous avez d'autres choses à en dire. Et puis, une autre question sur le seuil d'adaptation qui est comment est-ce qu'on peut vraiment connaître ce seuil?
et comment est-ce qu'on fait pour le visualiser ou pour l'appréhender pour soi et pour les autres. Oui. Alors, je vais d'abord répondre à celle-là et ensuite à l'autre. Merci à tous pour vos questions. C'est super intéressant de pouvoir échanger comme ça. Moi, j'invite chacun à déjà le faire pour soi. Je ne sais pas si on peut connaître le seuil d'adaptation des autres. Ce que je sais, c'est qu'à force, on peut connaître notre seuil à nous. Et pour ça, par contre, il faut faire des petites pauses dans la journée où se dire « Ah, où j'en suis moi où j'en suis déjà dans mes briques là et comment je me sens quoi. » Ça, c'est vraiment un travail à faire pour soi. Et plus on le fait pour soi, plus on va en parler naturellement autour de nous, plus nos proches vont le faire aussi pour eux. Et on peut même le dire des fois en rigolant « Oh là là, t'en es où dans tes briques ?» que ce soit à notre conjoint, à nos enfants ou à nos collègues aussi. Hein. Oh là là, t'as l'air tendu. Et du coup, ça passe déjà par soi, je trouve. Parce que si on ne le fait pas pour soi, de toute façon, ça va être... plus on va le faire pour soi, plus on va développer une sensibilité à ça. Et plus on arrivera vraiment à sentir où on est. Plus on arrivera à le sentir chez les autres. Et plus on mettra des mots aussi là-dessus, notamment au sein du foyer, plus les autres le feront aussi naturellement. On peut même se poser la question, je sais pas, au dîner, tiens, on en est où dans nos briques? Mais en le faisant d'une façon pas protocolaire, quoi, juste de se dire, ah bah tiens, allez, on parle, c'est aussi une façon de parler de la journée, quoi. Ah oui, tiens, j'ai eu ça, hop, et ça fait du bien. Et du coup, là, je fais le lien avec la deuxième question. Mettre des mots sur ce qu'on a vécu et sur les émotions associées, ça va permettre d'enlever des briques. Juste mettre des mots, vraiment, j'insiste là-dessus parce que souvent on trouve ça tellement simple qu'on ne le fait pas. Mais en fait, pour schématiser, c'est comme si on avait vraiment deux parties dans le cerveau et que tant qu'on reste coincé dans notre émotion, en fait, on n'a pas accès à l'autre partie du cerveau qui est rationnelle, et mettre des mots dessus, c'est utiliser la partie rationnelle pour faire le pont entre les deux finalement. Et là, après, ça permet de se sentir mieux. Donc en faisant ça, on enlève une brique. Donc ne serait-ce que ça, déjà, aussi bien pour soi que pour les autres. Et on peut le faire soit en parlant à quelqu'un, ou on peut même le faire en écrivant. Hein. Ça a la même fonction et ça fonctionne aussi, et ça marche très bien aussi. Et donc pour enlever ces briques, et justement c'est vraiment, j'en parle dans tout le 3e chapitre où je donne tout un tas de choses à essayer par rapport à ça. Donc déjà l'accueil des émotions, on est sûr que plus on va accueillir, moins il y aura de briques, ça c'est sûr. Après j'aime bien moi parler de la cohérence cardiaque aux ados. Généralement ils aiment bien faire ça. Donc c'est une méthode de respiration où on va inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes, et ce pendant 5 minutes. Et alors là, il y a tout un tas d'études scientifiques qui viennent démontrer l'efficacité de ça. C'est d'une simplicité, on peut faire ça n'importe où, dans une file d'attente, dans le bus, n'importe où. Et ça marche, ça fait descendre considérablement le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Vraiment considérablement, et en plus c'est efficace pour au moins 3, 4, 5 heures selon les personnes. En tout cas, il y a des personnes du coup qui font ça matin, midi et soir, du coup 3 fois 5 minutes, et ça permet de faire descendre vraiment considérablement le taux de stress, et du coup de redescendre bien en dessous de notre seuil d'adaptation, d'enlever des briques. Donc ça, les ados adorent. J'ai mis d'ailleurs un bonus dans le livre qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube, qui est d'ailleurs accessible à tous, hein, même si vous n'avez pas le livre, c'est accessible gratuitement. Voilà, j'ai mis une vidéo parce que je trouve ça, moi personnellement, plus simple de le faire avec un support. Donc j'ai mis une vidéo avec un rond qui grossit à l'inspiration et qui rétrécit à l'expiration. Comme ça, il y a juste à suivre ça avec un visuel et un repère audio aussi pour ceux qui préfèrent fermer les yeux. Donc ça, généralement, les ados adorent. Donc ça peut être une idée. J'ai mis aussi en ligne une méditation qui fait partie de ce... Voilà, merci. Je viens de partager le lien pour ceux qui veulent vers votre chaîne YouTube, effectivement, pour retrouver toutes ces ressources. Merci beaucoup. Et du coup, il y a aussi une méditation entièrement gratuite aussi, accessible à tous, même ceux qui n'ont pas le livre. Qui permet pendant 10 minutes, donc j'ai mis un format vraiment pas long pour que ça puisse s'insérer dans les quotidiens des ados au maximum, le plus facilement possible en tout cas.
Donc, il peut y avoir ça, il peut y avoir le sport. Après, j'invite vraiment les ados à tester. Il y a tout un tas de témoignages, justement. J'ai essayé d'aller voir justement ce qui leur faisait du bien à eux, pour qu'ils me le disent, voilà, pour voir un peu ce qui était le plus efficace pour eux. Et il y a plein de choses assez différentes finalement qui ressortent. Certains aiment méditer, d'autres dessiner, certains chanter. Il y en a qui mettent leur musique, leur chanson préférée et qui chantent à tue-tête ou qui dansent même dans leur chambre et ça leur fait du bien. D'autres vont préférer peindre. Il y en a une qui m'a dit, moi, c'est de faire du cheval. Bah, pourquoi pas? Alors, c'est pas accessible tous les jours chez soi, certes, mais pourquoi pas, si c'est d'une façon régulière, ça peut enlever des briques régulièrement. Mais ça peut être du sport, hein, pour ceux pour qui ça fonctionne bien. Voilà, ça peut être accessible chez soi d'une façon toute simple. Qu'est-ce qui était ressorti aussi pour les ados? C'était parler à une copine. Donc là, on retrouve mettre des mots dessus. Voilà, et je les invite vraiment à essayer en fait, parce que ça, pour moi, c'est vraiment de la connaissance de soi. On est tous différents. Alors, il y a des choses qu'on retrouve quand même. On sait par exemple que la méditation va être efficace pour la plupart des gens, mais il y a des gens pour qui, qui vont trouver ça complètement ennuyant. Le sport, c'est pareil. Il y a des ados qui vont adorer ça. Il y en a d'autres qui vont dire, mais on m'en parle pas. Alors là, ça va plus leur mettre une brique de plus si on leur demande d'aller courir, plutôt qu'une brique de moins. Donc j'invite vraiment chaque ado à tester des choses pour mieux se connaître. Et vraiment, et c'est valable pour les adultes aussi, finalement, c'est d'arriver à connaître notre propre mode d'emploi. Et mieux on se connaît, plus on arrive justement à gérer nos briques. Et ça, on peut essayer aussi en famille, hein, de se dire, bah, tiens, si on essayait d'aller marcher tous ensemble, ou tiens, je vois que là, tu es un peu en colère, est-ce que ça te ferait du bien qu'on aille marcher ensemble? Et de tester aussi en famille, pourquoi pas. Je sais qu'il y a des profs aussi qui aiment bien faire des méditations juste avant, au tout début de leur cours, pour descendre d'un cran aussi au niveau émotionnel, aussi bien pour eux d'ailleurs, ils disent, que pour les ados qui sont là. Voilà, à chacun de tester, de trouver. Donc mais c'est vraiment, je vois la question là aussi pour les ados qui veulent pas parler, mais c'est aussi de leur proposer ça, quoi, quelle, comment d'essayer plusieurs choses qui vont les aider à descendre en niveau, et en niveau de stress et de niveau émotionnel, pour descendre sous le seuil d'adaptation. Et puis aussi, j'invite aux parents, et pourquoi pas aux profs aussi, à donner l'exemple aussi. C'est-à-dire que plus nous aussi, on parlera de nos émotions, de ce qui nous est arrivé dans la journée, sans en faire des caisses. Il ne s'agit pas d'aller raconter dans le détail les choses difficiles qu'on a vécues, c'est pas ça, mais d'apprendre aussi à partager aussi bien notre positif que notre négatif de la journée. Ça les invite à faire ça. C'est-à-dire que si dans la famille, par exemple, personne ne parle de ce qu'il a vécu, bah, c'est pas étonnant que l'ado le fasse pas, en fait. C'est comme ça se fait pas. Enfin, c'est ni négatif ni positif, c'est juste qu'il n'a pas l'habitude de le faire à cet endroit-là. Donc, et on peut faire ça n'importe quand, on peut se dire, bah tiens, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas trop dans la famille, et si on essayait là tous les soirs de se dire un truc qui s'est passé, positif ou négatif, hein, pourquoi pas. Et on peut commencer par du positif. Là aussi, ça enlève des briques, hein, d'aller. Il y a des études qui montrent que d'aller se connecter à quelque chose qu'on a vécu de positif, d'aller se connecter à cette émotion, ça vient aussi faire descendre notre taux de cortisol et nous permettre de nous sentir mieux, donc d'enlever une brique. Donc ça peut être ça, ou ça peut être une autre piste. Il y a une question aussi concernant le seuil d'adaptation. Est-ce que c'est possible de l'augmenter, de modifier, ou est-ce que c'est arrêté pour chacun et, et si la brique dépasse, c'est fini, ou alors est-ce qu'on peut l'augmenter? C'est une très bonne question. C'est intéressant parce que j'ai envie de répondre oui et non à la fois. En gros, on a toujours le même, mais il y a des grosses briques qui vont se rajouter, qui vont rester et qui feront qu'on aura quand même moins de marge. Par exemple, alors on peut prendre tout simplement un exemple, un moment de vie où il y a un déménagement, par exemple. Ça va nous mettre quand même une grosse brique, parce qu'il va falloir qu'on gère tout le stress des cartons, s'adapter aux nouvelles appart, nouvelles maisons, de s'adapter à un nouveau quartier, de changer d'école, de collège ou de travail, peu importe. Ça va nous mettre plein de nouvelles briques auxquelles on aura à s'adapter temporairement, certes,
mais qui va faire que du coup, on aura moins de place pour gérer les autres briques. Donc, temporairement, on pourrait dire que notre seuil d'adaptation est plus bas, mais en fait, c'est parce qu'on a rajouté plein de briques. Voilà. Donc, et ça arrive aussi quand on a vécu des choses particulièrement difficiles, je pense au trauma, et que des choses qu'on n'a pas forcément réglées ou travaillées en thérapie, ou voilà, en tout cas qui sont encore là très fortement, alors ça va nous mettre une grosse brique qui fait qu'on aura quand même moins de place pour le reste. Ça peut être ça. Je pense malheureusement au vieillissement, c'est-à-dire que plus on vieillit, on voit bien, moins notre corps va tolérer des choses et moins nous-mêmes on va tolérer des choses. Je repense là à quelqu'un qui disait il y a quelques jours, ah ben moi avant je pouvais manger ce que je voulais, maintenant dès que je mange trop j'ai mal au ventre. Bon, bah ça c'est intéressant. C'est la même chose. Alors c'est pas d'un point de vue émotionnel, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que le corps étant en train de vieillir, eh ben, il arrive moins à encaisser plusieurs choses et le trop plein de nourriture va être une grosse brique qu'il aura plus de mal à gérer, en plus de tout ce qu'il aura à gérer de plus par rapport à quelqu'un qui va avoir 20 ans ou 25 ans. Et encore, une fois, j'insiste, mais les ados, ils ont plein de briques, eux, hein. Les changements corporels, les changements hormonaux, les changements identitaires. Eux, ils ont moins de... On pourrait dire que leur seuil d'adaptation est plus bas, du coup. Mais enfin, en tout cas, ils ont plus de briques. Je ne sais pas si je suis claire hein, sur Alors pour moi, c'est mais, clair, mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin de ouais, précision dans le chat. n'hésitez pas. Hein. Donc, c'est vraiment ce truc-là où, en tout cas, ils ont moins de marge que nous, adultes, dans des moments de vie où on n'a pas de gros changements. Ils ont moins de marge que nous. Et on avait une autre question aussi concernant les écrans. Est-ce que les écrans ont un impact sur les émotions? Si oui, lequel? Oui, ça dépend de ce qu'on regarde et combien de temps on le regarde. Alors, il y a, je pense les... Alors, tout simplement, je sais que les ados sont quand même beaucoup sur les réseaux. Il y a ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Si on regarde des vidéos ou qu'elles soient courtes ou longues, hein, mais souvent c'est en boucle, je pense à TikTok et qu'on regarde des choses, des gens qui ont des émotions, qui râlent, des gens en colère, qu'on regarde ça pendant même des fois 3 minutes, hein, ça suffit, ça va avoir un impact sur les émotions ressenties. Donc là, c'est pour moi vraiment important que chaque ado apprenne aussi ça. On est contaminé par rapport, entre guillemets, par rapport aux émotions qu'on regarde. Hein. Et ça, c'est pas sous-estimé parce que et on le voit bien, si on met les infos, généralement, on est un peu moins bien après qu'au début. Il y a une contagion émotionnelle, il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a ça. D'une part. Après, tout dépend de l'intensité, c'est-à-dire que si l'ado regarde beaucoup les écrans, alors ça fait des briques en plus à gérer, parce que c'est quand même plein de stimulation visuelle, surtout souvent c'est des trucs qui bougent, qui vont vite, et du coup là c'est des grosses, des briques en plus en fait à gérer. Du coup, ça va avoir un impact sur... on le voit des fois des ados qui sont complètement à fleur de peau après avoir joué pendant des heures à un jeu vidéo. J'ai rien contre les jeux vidéo en soi, mais c'est intéressant de voir que du coup après il y a moins de place pour gérer, encaisser les autres émotions derrière. Donc tout dépend de quand, comment, si l'ado joue un petit peu, c'est pas un problème. Si l'ado regarde un peu les écrans, c'est pas un problème. Après, c'est intéressant de voir ce qu'il regarde et combien de temps il le regarde. Si c'est longtemps, alors là, le cerveau, ça lui rajoute trop de briques et même s'il regarde des choses positives en soi, ça va pas lui faire du bien. Mais si l'ado regarde quelque chose positif, dans le sens qui génère des émotions plutôt positives, et je sais pas moi, pendant 20 minutes par exemple, généralement, ça va peut-être même lui enlever une brique. Hein. Encore une fois, tout est question de proportion, de nuance, de curseur. Hein. Il n'y a rien qui est soit à bannir, enfin, c'est vraiment une question de curseur. Et là aussi, c'est aussi une question de connaissance de soi. Et d'apprendre l'ado à gérer ça, je trouve que c'est le meilleur service qu'on peut lui rendre. Souvent, en tant qu'adulte, hein, alors on peut lui donner des repères, évidemment, mais on lui dit eh ben non, tu regardes trop ça, mais tu t'abrutis là-dessus. C'est aussi de lui expliquer ça. Ils sont pas bêtes, hein. Moi je le vois au cabinet, je suis toujours waouh, super. Enfin, je suis souvent émerveillée par leur capacité à réfléchir en fait. Hein.
c'est tellement loin des stéréotypes qu'on peut tous avoir en tête sur les ados, qu'on a entendu même nous dans notre adolescence. Ils réfléchissent, ils sont capables d'entendre, de comprendre et de leur dire ça. Alors comment tu te sens quand tu regardes ce genre de vidéo? Et comment tu te sens quand tu regardes ce genre-là? Juste de leur expliquer ça, c'est qu'ils apprennent aussi à connaître leur propre mode d'emploi et à doser aussi en fonction de ça, avec notre aide, bien entendu, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas la même capacité que nous à se réguler, mais on peut aussi leur apprendre à se réguler petit à petit. Et sur la question notamment des écrans, pour ceux qui auraient des problématiques, par rapport à ça, je peux vous recommander, également dans la collection le livre de Niels Weber, «Les écrans, je gère», qui aborde notamment cette question-là, aussi le sas de décompression après un jeu vidéo, de comprendre le fonctionnement, de savoir voilà, qu'est-ce que ça peut provoquer chez nous. Donc, il aborde longuement ce sujet et on a aussi une webconférence avec lui que vous pouvez retrouver sur notre page, notre chaîne YouTube. Donc, voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le voir aussi. Une dernière question encore que je n'ai pas posée, qu'on a eue, c'est, qu'est-ce que la fatigue ou l'impatience? Ça constitue une brique ou c'est une variation du seuil, voire une forme d'émotion? Heu, C'est une brique en plus. ouais. C'est-à-dire que si on est fatigué, alors, on le voit bien d'ailleurs, hein, quand on est fatigué, on tolère un peu moins les choses, hein. Mmh. On s'énerve plus facilement. L'impatience, souvent, quand il y a de l'impatience, c'est qu'on n'est pas loin de notre seuil. Mmh. Quand on se sent soi-même impatient, qu'on se voit notre ado qui est très impatient, plus que d'habitude, on peut se dire il n'est pas loin du seuil là. Et là, ça peut être intéressant justement de ne pas attendre la brique de trop et d'aller, pourquoi pas en parler avant l'explosion éventuelle. Ouais. Une autre question aussi que moi je me posais, on parle souvent, des différences filles-garçons, avec, un peu ce cliché comme quoi les filles seraient plus matures, plus vite. Est-ce qu'au niveau des émotions, l'âge, le sexe, ça joue? Les filles et les garçons, il y a une vraie différence là-dessus? Euh, c'est souvent une différence acquise dans le sens où, et encore, même si ça bouge, on n'élève pas encore de la même façon un garçon qu'une fille. Et alors, bien, pas bien, c'est pas le débat, mais ce qui est intéressant, c'est au niveau des émotions, parce que moi, je le vois très clairement chez mes patients. Une fois adulte, je veux dire, je vois les conséquences de ça. C'est-à-dire que les filles et les femmes, du coup, vont plus s'autoriser à pleurer, donc à évacuer. C'est intéressant aussi de savoir que dans les larmes quand on pleure, sont pas les mêmes que les larmes quand on épluche un oignon, par exemple. Ça Oui. vide, on vide des neurotransmetteurs qui sont ceux qui génèrent la tristesse. Donc ça a une réelle fonction physiologique, nos larmes en fait. Ça ne sert pas à rien, hein, ça nous permet de nous sentir mieux derrière. Donc généralement, on va plus autoriser une fille à pleurer petite. Les garçons, j'ai entendu il n'y a pas longtemps encore un petit garçon qui disait à un autre bah, pleure pas, t'es pas une fille. Il avait 6 ans, quoi. Donc ça reste encore très, très fortement ancré. Donc les petits garçons vont apprendre à. C'est une tendance, hein, je généralise pas. Vont avoir tendance à ravaler leur tristesse. Par contre, la colère est plus valorisée chez les garçons. Ce qui fait que, moi je le vois au cabinet, j'ai 90%, c'est le cas depuis 15 ans, 90% de femmes qui viennent contre 10% d'hommes. Les femmes s'autorisent plus à parler de leurs émotions, à dire ah mais c'est passé ça, c'est difficile pour moi. Les garçons, on leur a souvent appris à encaisser. Et ça crée des grosses différences du coup, hein, Moi, les hommes qui viennent au cabinet, la plupart du temps me disent mais alors si je viens, ça veut dire que je suis faible, alors que ça n'a rien à voir. Et souvent après ils me disent ah bah non, au contraire, je me rends compte que me connecter à mes émotions, il me faut un sacré courage, hein. Et oui, bien sûr, c'est pour ça que le titre, vraiment, je fais de mes émotions une force, c'est vraiment important. C'est une sacrée force de se connecter à ses émotions. Il faut du courage en fait pour s'y connecter. C'est plus facile de les mettre sous le tapis, hein. Enfin à court terme en tout cas. Ouais. C'est plus facile que de s'y confronter, de les traverser, d'essayer de les comprendre. Et pour continuer sur cette notion-là de garçon-fille, il y avait une étude que j'avais trouvée super intéressante où on montrait à deux groupes une photo d'un bébé qui pleurait. Le premier groupe, on leur a dit c'est une fille. Le deuxième groupe, on leur a dit c'est un garçon.
Et le premier groupe a dit, on leur a demandé, mais alors qu'est-ce qu'il a ce bébé? Il doit être triste, il doit avoir besoin d'être réconforté. Ça, c'était le groupe A, le groupe où on a dit que c'était une fille. Et le groupe où on a dit que c'était un garçon, ils disent pas ça du tout. Ils disent pas il a besoin d'être réconforté. C'est il doit être en colère. Il doit être en colère. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, pour le même bébé, on va, parce qu'on n'aura pas la même réaction en fonction de si on pense que c'est de la tristesse ou de la colère, on va changer nos comportements parce qu'on va interpréter l'info différemment. Pour les bébés déjà. Donc, probablement qu'on le fait tous, même en ayant ça en tête, quoi, d'une façon très, très, très spontanée dans ce qu'on a appris en fait. Donc, pour moi, la grosse différence fille-garçon, elle vient de là, majoritairement. Après, bon, il y a tout le jeu hormonal évidemment qui rentre aussi en compte, mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Ouais. Et au niveau des émotions, comment elles se manifestent, on a parlé en fait des causes, des briques, mais voilà, est-ce que vous auriez des conseils pour justement identifier les émotions que ressent quand on est face à un ado ou une ado? Parfois, bon, les explosions de colère, ça, on le voit tout de suite, mais est-ce qu'il y a des signes pour identifier voilà, les émotions, comment elles se manifestent justement au début, quand les petites briques commencent à s'accumuler? Ouais, c'est ça. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de s'entraîner à repérer ça. Parce que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile d'aller parler à quelqu'un qui a une ou deux briques que quelqu'un qui est en pleine explosion de colère, où là, ça va être beaucoup plus Voilà. complexe d'aller parler. C'est plutôt laisse-moi tranquille. Voilà. Généralement, on peut le percevoir. Hein, je parle dans le livre beaucoup aussi de l'impact de l'émotion sur le corps. Et j'invite d'ailleurs les ados à faire un jeu du miroir où je les invite par exemple à penser à quelque chose qui les met en colère et de se regarder dans la glace, quelque chose qui va leur donner de la joie et de se regarder dans la glace, du dégoût, de la peur, pour qu'ils arrivent à voir à quel point leur tête est différente juste en fonction de l'émotion qu'ils ressentent. Encore là, c'est juste comme ça d'y penser une minute, mais ne serait-ce que ça suffit. Et on peut même le faire nous en tant qu'adultes. Ça peut être hyper intéressant de voir à quel point, en fait, on ne se rend pas compte à quel point notre visage change. Si là tout de suite on se met tous à penser à quelque chose qui nous met en joie, on va tous s'ouvrir, quoi. Ouais. On le voit dans le visage, mais aussi dans le corps. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que c'est physiologique. La joie, par exemple, ça parle d'un besoin rempli. Donc, notre corps, de suite, on sourit, il s'ouvre. Nos yeux, ça saoule. Et puis, même nos épaules, on a envie de sauter en l'air. Il y a ce truc-là où on a envie de téléphoner de suite à quelqu'un pour en parler, ou en tout cas de transmettre ça. C'est hyper adaptatif, en fait. De suite, on va aller dire aux autres, ce truc-là est intéressant. Alors que généralement, si il y a un truc qui nous dégoûte, on va se fermer, tout de nous va se fermer physiquement, et parce que physiologiquement, notre corps nous protège même sans nous, hein, sans que ce soit conscient, je veux dire. Ouais. Notre corps nous protège de ça, et du coup, de suite, on va. Et là, c'est pas, on a moins cette envie d'aller partager et tout. Donc, plus on s'entraîne à ça avec nous-mêmes aussi, plus on est au clair avec ça, et plus on va le remarquer aussi chez notre ado. C'est-à-dire est-ce qu'il est plutôt comme ça? Est-ce qu'il a une posture de dégoût? Où on sent qu'il peut ressentir du dégoût. Le dégoût, ça peut être sur quelque chose de, je sais pas, de la nourriture, mais ça peut être aussi d'être dégoûté d'avoir vécu un truc dans la journée. Ça peut être la colère, généralement, c'est fonceur comme ça. La colère, pareil, hein, elle est faite pour qu'on aille se défendre, quoi. Euh, voilà, ou au contraire, est-ce qu'il est ouvert, les épaules aussi. Ça, c'est un signe qui est hyper intéressant. Quelqu'un qui est tout le temps comme ça, probablement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est aussi de voir par rapport à d'habitude. Les gens qui sont tout le temps comme ça, c'est forcément plus compliqué à repérer, mais quelqu'un qui est d'habitude comme ça et qui un soir rentre comme ça peut être. Et ça, on peut le voir chez nous aussi en tant qu'adulte. Hein. Je invite chacun à regarder ses épaules de temps en temps. Il y a les journées où, quand on est bien stressé, généralement, on rentre, on est un peu comme ça. Alors, je grossis un peu le trait, mais franchement, et ça, c'est un petit signe qui peut être intéressant à repérer. Ah, tiens, tu as l'air d'être stressé. Déjà, baisse les épaules, quoi. Et juste de faire ça, déjà, ça fait du bien. Ah oui, ça va mieux. Mais là aussi, c'est super bien fait, en fait. Tous, inconsciemment, de suite, on se met comme ça parce que ça nous protège, en fait. On est plus en protection comme ça que si on est comme ça, les épaules ouvertes. Donc, c'est de pouvoir repérer ces petits signes-là qui sont physiques. Et notamment pour les ados qui ne parlent pas, on peut le voir comme ça. Et on peut leur apprendre aussi à le voir. C'est aussi de leur dire, tu as le droit de ne pas m'en parler. Par contre, je vois là que
t'as pas l'air bien, peut-être que tu es un peu triste, ou tu as le droit de pas m'en parler, mais en tout cas, sache que je le vois et que si tu veux m'en parler, tu peux m'en parler. C'est OK. Des fois, juste de dire ça, c'est hyper précieux. Enfin, déjà, ça enlève une brique, assurément. Moi, je le vois au cabinet, des ados qui me disent, mais j'ai pas envie d'en parler à ma mère. Mais elle m'a dit ça m'a fait un bien fou. Et maintenant, je sais que si j'ai besoin, je lui en parlerai. Ça dépend des ados. Il y en a qui vont en parler plus facilement que d'autres. Il y en a qui n'en parlent pas, mais juste le fait de savoir que son parent voit et là en support si besoin, juste en disant ça, hein, des fois on cherche compliqué, mais juste en disant ça, on a vu, on a accueilli l'émotion et on a souligné qu'on était là. Juste en disant ça, l'ado vraiment se sentira largement mieux et ça va enlever une brique. Donc ça peut être un signe, enfin une façon de faire qui, quand on repère des signes comme ça et que l'ado ne veut pas parler, ça peut être hyper intéressant. Ouais. Et justement, bon, parfois, ils veulent pas en parler avec leurs parents, mais il y a aussi d'autres adultes autour et ça me permet de faire la transition avec une autre question qu'on a eue, pour savoir s'il est important de travailler sur les émotions en milieu scolaire ou est-ce qu'il faut plus le faire à l'extérieur? Euh, Mm, mm, mm. Euh, c'est intéressant, c'est intéressant d'abord de le faire, à mon sens, au sein du foyer avant toute chose, euh, autant que possible. C'est-à-dire de normaliser les émotions, de pouvoir que comment dire, dans sa famille, l'ado, il sente que bah, avoir une émotion, c'est OK, on a tous des émotions, c'est pas grave d'avoir une émotion, ça fait pas de lui quelqu'un ni de trop ni de pas assez, que ses parents aussi ont des émotions, que ses frères aussi, enfin, mais que ça puisse se dire en fait. Pour moi, ça c'est vraiment important de dédiaboliser un peu les émotions, de juste dire bah ouais c'est comme quand on a soif en fait, t'as soif et ben bois c'est bien, c'est c'est ok, et ben t'es en colère, ah bah ouais je vois que t'es en colère, bah t'as le droit d'être en colère quoi, et tu veux qu'on cherche une solution ensemble, juste dire ça, ou de dire ah bah tiens et mon collègue aussi m'a mis en colère, ça veut pas dire qu'il faut être en boucle dessus toute la soirée, mais juste de pouvoir le nommer, ça donne l'habitude à l'ado de le faire, et plus on fera ça, plus ça va être naturel en fait chez lui. Voilà, donc ça c'est intéressant. Après, tout dépend des contextes familiaux. Il y a des parents qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont extrêmement déconnectés de leurs émotions. Encore une fois, ça dépend du vécu de chacun, en fait. Il y a des événements de vie, des fois il y a des couacs de vie, que ce soit petit ou adulte, où on va se déconnecter de nos émotions. C'est un mécanisme de protection. Alors on peut le travailler ensuite en thérapie, ça par exemple, mais dans ces cas-là, bon, bah, ça va être des contextes familiaux qui vont moins permettre ça. Et dans ces cas-là, ça peut être une bonne chose qu'effectivement, au milieu scolaire, il y a un relais pour ça. Et que ce soit, que ça puisse... pour moi, c'est complémentaire, en fait. D'une part, ça va permettre à ceux qui n'ont pas ça chez eux de découvrir ça et de pouvoir se connecter un peu à eux, de dire, ah bah tiens, je ressens ça, tiens, c'est ça, en fait, que ça veut dire quand je ressens ça, quand j'ai des... C'est intéressant aussi pour eux de connaître les sensations corporelles aussi, d'apprendre ça. mm. Et pour ceux qui l'ont déjà à la maison, bon, bah, pour eux, bah, c'est facile. Et du coup, ils pourront aussi aider leurs camarades. Et ça fait toujours du bien d'en parler avec les profs. Ils aiment bien généralement, hein. Et aussi, j'invite chacun. Je trouve que c'est aussi notre mission en tant qu'adulte de leur montrer le chemin, de parler de nos émotions. euh, et si on veut, et je fais le lien avec l'empathie, parce que j'en parle aussi dans le livre, sur le chapitre sur les émotions des autres, comment on gère les émotions des autres, c'est plus on va leur montrer le chemin, euh, plus ils le feront naturellement, en fait, plus on va essayer de se mettre dans leur basket, plus ils essaieront de se mettre dans nos baskets naturellement. Et c'est pareil pour les profs, en fait, plus ils vont essayer euh, voilà, de leur montrer de l'empathie, plus ils auront tendance à le faire. En fait, c'est aussi en miroir, les ados apprennent beaucoup aussi, comme les enfants, en regardant, en fait, par imitation, naturellement, spontanément, d'une façon inconsciente. Ils disent pas, tiens, je fais ça parce que lui le fait, mais le nombre de personnes adultes qui m'ont dit ah un jour j'ai eu ce prof là et ce prof là il m'a regardé d'une façon différente, je sentais qu'il me comprenait, ça je le vois, je l'ai entendu tellement souvent,
Donc, pour moi, ça fait aussi partie de nos missions, quoi, que ce soit en tant que psychologue, en tant qu'éducateur, en tant que prof, en tant que parent, que l'ado sente qu'on se connecte à lui vraiment et qu'on s'intéresse à lui. Et là, ça lui donne beaucoup plus de connaissances qu'on l'imagine, en fait, par rapport à ça. Ouais. Et ma dernière question, mais vous y avez déjà un petit peu répondu. Je voulais justement vous parler des cours d'empathie dont on parle beaucoup, qui ont commencé à être mis en place et qui sont censés être généralisés à la rentrée prochaine suite au problème de harcèlement. Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, surtout, est-ce que l'empathie, ça s'apprend vraiment ou est-ce que c'est pas plutôt quelque chose d'inné, naturel en fonction des personnes? Oui, c'est ça. C'est c'est inné. Il y a une partie innée, en tout cas, on le voit chez les bébés, hein, et on le voit beaucoup chez les jumeaux d'ailleurs. Il y en a un qui pleure, l'autre le regarde et il va essayer de le réconforter. Enfin, ça, c'est hyper intéressant. Il y a plein d'études ça qui le montrent, que c'est inné. Après, il y a ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. Donc là où c'est plus cérébral, on va plus arriver à comprendre ce que l'autre vit. C'est plus par la pensée finalement que par l'émotion, la sensation. Et ça se développe en même temps que le cortex préfrontal dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, généralement, avant 5 ans, c'est très compliqué d'arriver à comprendre, comme je disais tout à l'heure, à se mettre dans les baskets de l'autre. Hein. On peut ressentir ce que l'autre, ça oui, d'une façon innée. Après, il faut quand même être un peu plus équipé pour arriver à comprendre ce que l'autre vit. Donc ça commence vers 5, 6, 7 ans, par là, le fameux âge de raison, là où c'est le début finalement du cortex préfrontal. Et puis ça continue, effectivement, ça se met en place jusqu'à 25 ans. Plus on entraîne notre capacité de réfléchir, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il ressent, lui, de changer d'angle. Et même pour le harcèlement, d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'on s'occupe beaucoup des victimes, mais pas beaucoup de ceux qui harcèlent. Mais ça serait intéressant aussi de comprendre ce qu'ils vivent, pourquoi ils font ça en fait. Et des fois, on a des belles surprises. Hein. Souvent, la plupart du temps, je ne dis pas que c'est systématique, je schématise pas, mais c'est souvent des enfants qui vivent un contexte familial assez compliqué, donc ils sont pas forcément bien. Ça n'excuse en rien. Hein. Je ne suis pas en train d'excuser pour autant, mais des fois de comprendre, ça permet aussi d'ouvrir le dialogue et de prendre le problème un peu différemment, et parfois de régler le problème plus efficacement. Donc c'est pas, c'est un peu de sortir de ce schéma. Il y a le gentil, il y a le méchant, mais de se dire tiens, si lui est méchant, bah, pourquoi en fait qu'est-ce qui se passe pour lui en fait et des fois c'est juste qu'il a dépassé son seuil d'adaptation et c'est intéressant qu'on s'intéresse aussi à lui. Encore une fois, ça ne vient pas excuser évidemment, mais il nécessite aussi d'être pris en charge. Et donc plus on va entraîner notre cerveau à l'empathie, moins plus on sera empathique et moins effectivement on va faire subir aux autres des choses. C'est important. Et j'ai mis des jeux d'ailleurs dans le livre hein, pour qu'ils s'entraînent à ça, pour qu'ils puissent s'entraîner. Je trouve ça tellement important et j'ai essayé de le faire pour que ça leur paraisse le plus ludique possible à travers des séries qu'ils peuvent regarder, à travers même à travers les réseaux sociaux, ou qu'ils puissent se dire tiens, aujourd'hui je vais m'entraîner, je vais essayer de voir une émotion chez un de mes profs. Vraiment en essayant de se mettre dans ses baskets, c'est-à-dire tiens, qu'est-ce qu'il peut ressentir là quand on fait ça par exemple, voilà, qu'il puisse s'entraîner, tiens, chez mon parent là, je vais essayer de comprendre avec bienveillance hein, ce qu'il est en train de ressentir. Et plus ils vont s'entraîner à ça, plus ils seront compétents là-dedans. Donc ça c'est vraiment important et si l'école peut entraîner à ça, pourquoi pas hein, on apprend plein de choses sur la connaissance de ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que ça ne serait pas la fonction aussi de l'école d'apprendre, de nous apprendre aussi à connaître ce qui se passe à l'intérieur? Donc question ouverte, hein. mais en tout cas, c'est à mon sens jamais trop. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. On va devoir s'arrêter là, même s'il y aura encore plein de choses à dire. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous rappelle les références du livre donc, de Sophie Aiello, Je fais de mes émotions une force, donc qui s'adresse à vos ados. Voilà, n'hésitez pas à le recommander, voilà, pour le mettre dans votre CDI si vous êtes professeur documentaliste, dans votre bibliothèque à la maison si vous êtes parent. Voilà.
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir les informations concernant les prochains webinaires. Ça se passe donc sur notre page Instagram magenta.édition ou alors notre page Facebook, idem Magenta Édition. Le replay sera disponible d'ici la semaine prochaine sur notre page YouTube. Toujours Magenta Édition, vous le trouverez facilement. Et voilà. Et en avant-première, je vous donne la date du prochain webinaire qui sera donc le mercredi 13 mars avec Bertrand Perrier, qui est avocat et qui prépare un livre qui sortira donc au mois de mars sur la prise de parole à l'oral. Donc voilà, nous vous enverrons par mail le lien d'inscription. Ce sera la bonne période pour discuter justement des préparations pour l'oral du brevet et du bac notamment. Merci beaucoup Sophie, à toutes les deux Sophie. Merci à tous pour votre participation et puis pour toutes vos questions, hein, vraiment très, très intéressantes. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'était très riche. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.